Bonjour Olivier Faure. Bonjour Jean-Baptiste Marteau. Merci d'être avec nous dans les 4V. Demain, c'est la Toussaint. Jeudi, la fête des morts. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais est-ce que vous allez célébrer la disparition de la NUP ? Écoutez, là, c'est franchement, l'actualité est autrement plus dramatique et donc je ne fêterai absolument rien. Je considère que nous avons aujourd'hui une situation qui est dramatique et qui impose d'être à la hauteur de l'événement. Et donc, ça suppose qu'on cherche dans ce moment-là à éviter les questions politiciennes. Mais sans entrer dans les questions politiciennes, mais tout de même, on a besoin de comprendre. Est-ce que, par exemple, vous parlez encore aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon ou le divorce est acté entre vous ? Non, on ne discute pas. J'ai posé un moratoire parce que je considère que sur la question aujourd'hui, notamment Israël-Palestine, eh bien, il y a une forme de trop-plein. De divergence irréconciliable. De divergence qui doit évidemment être soldée. Et moi, je ne comprends pas, en réalité, qu'on puisse à la fois dire en France, la police tue, il y a du racisme dans la police, et en même temps ne pas arriver à poser les mots sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël et Palestine et ne pas arriver à dire que le Hamas tue et que le Hamas est un mouvement terroriste. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, moi, je ne veux pas être comptable de ce que dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il y a un moratoire, c'est-à-dire que nous avons appuyé sur le bouton pause. Nous considérons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation qui est de nature à faire repartir la NUPES dans de bonnes conditions. Certains, y compris au sein de votre parti, disent que justement ce moratoire, c'est peut-être un entre-deux qui n'est pas satisfaisant, qu'il faudrait aller plus loin, au bout de la démarche, et carrément acter le divorce, plutôt que le moratoire simplement. Comprenez-moi, moi je suis pour le rassemblement de la gauche et des écologistes. Je suis pour l'union, mais pas à n'importe quelle condition. Je considère qu'il y a des moments où, effectivement, il faut taper du poing sur la table et expliquer que tout n'est pas possible et que cette conflictualisation permanente sur tous les sujets conduit au pire. Marine Le Pen a passé 40 ans à dédiaboliser ce que son père avait construit. Il n'est pas utile forcément que la gauche cherche à se diaboliser et à donner le sentiment qu'elle n'est pas à la hauteur d'un moment. Nous sommes inaudibles lorsque nous avons en fait un parti, en l'occurrence la France Insoumise, qui refuse de poser les mots, de dire les faits et donc d'une façon qui nous condamne à ne pas être entendu sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et nous avons besoin d'une parole forte. Ma gauche à moi, c'est celle de Rabin. C'est celle qui a voulu la paix. C'est celle qui a tendu la main à Yasser Arafat. C'est celle qui a permis les accords d'Oslo. Eh bien, c'est cette gauche-là que je veux retrouver et c'est cette gauche-là pour laquelle je me bats. Pour finir, d'un mot sur les prochaines échéances, les européennes en juin prochain, il y aura donc une liste du Parti socialiste autonome. Est-ce que vous pourrez la faire, par exemple, en alliance avec certains de vos partenaires comme Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann, qui est député sortant ? Vous avez décidé ce matin d'être vraiment sur les questions, pas prendre les choses par le petit bout de l'entonnoir. C'est quand même la prochaine échéance, savoir juste comment vous allez partir aux européennes. C'est pas une question complètement je pense qu'on aura largement le temps d'en reparler. Pour l'instant, la question, ça n'est pas de savoir avec qui, comment, etc., mais c'est de savoir ce que nous portons. Et là, en l'occurrence, puisque vous parlez des élections européennes, l'Europe, elle a un message à porter aujourd'hui. Elle doit être celle qui, sur le conflit israélo-palestinien, soit celle qui porte un message de paix, qui soit de nature à ouvrir une perspective, parce qu'on sait bien qu'il n'y aura pas de paix durable sans une solution à deux États. Et c'est ce que nous défendons. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui se passe sur la bande de Gaza est terrifiant. Et donc, éloigne chaque jour davantage la question de la paix. Et donc, nous devons avoir aujourd'hui une Europe aussi qui pèse sur le gouvernement Netanyahou et qui cherche à obtenir un cessez-le-feu et la libération immédiate des otages. Justement, avant d'en venir à la situation en Israël et du Hamas, deux questions de la politique française. D'abord, cette loi immigration qui arrive la semaine prochaine au Parlement. Ce sera d'abord au Sénat. Est-ce que vous craignez un éventuel accord entre la droite et la majorité sur cette question centrale aujourd'hui du débat politique ? Ce que je crains, ce n'est pas les accords. Ce que je crains, c'est qu'effectivement, on ait des gens qui utilisent aujourd'hui un conflit qui est dramatique pour chercher à réhabiller cette loi immigration et en faire en réalité une loi de ségrégation. Et moi, je souhaite au contraire que nous puissions faire en sorte d'apaiser les choses et que sur la question migratoire, nous n'ayons pas cette surenchère permanente. On en est à 20 lois en quelques années. C'est absolument insupportable. Il faut au contraire de la stabilité. Pour vous, on n'a pas besoin d'une nouvelle loi ? Mais on a besoin peut-être d'une nouvelle loi, mais pas de celle-là. Moi, je souhaite, par exemple, qu'on puisse arrêter de continuer à avoir cette zone grise qui est celle de ces travailleurs qui, aujourd'hui, sont dans les entreprises, travaillent, payent des cotisations, mais ne sont pas régularisés. Ça, c'est le fameux article 3 de la loi que la droite veut supprimer.
C'est le fameux article 3, mais ça n'est pas que l'article 3 n'a pas assez loin de mon point de vue, puisqu'il parle uniquement des métiers en tension. Moi, je vous parle de toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, sont dans une situation de non-droit, alors même qu'ils participent à la richesse de ce pays. Donc vous seriez pour une régularisation massive de ceux qui travaillent ? Massive, non. Je suis pour une régularisation de tous ceux qui ont, en fait, un contrat à durée indéterminée et qui sont aujourd'hui des travailleurs comme les autres, mais qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux droits auxquels ils doivent avoir accès. Si le gouvernement vote cette loi avec un 49.3, la droite menace de déposer une motion de censure. Dans ce cas, est-ce que, par exemple, vous pourriez voter une motion de censure déposée par la droite et donc probablement faire tomber le gouvernement ? Non, moi je ne voterai pas une motion qui serait une motion pour aller plus loin encore que ce que veut le gouvernement. Il ne faut pas exagérer. Malheureusement, je crains effectivement que ça se finisse avec un 49.3, mais rendons-nous compte là aussi que nous avons un gouvernement qui ne cherche absolument aucun compromis, qui avance à marche forcée, qui a choisi le passage en force sur tous les sujets. Nous en sommes à 15-49-3. Encore un hier soir. Mais c'est un jour sans fin. C'est un jour sans fin. Nous vivons chaque jour la même chose. Ça se recommence tous les matins, tous les soirs, etc. Avec une démocratie qui est malade d'un gouvernement qui a refusé toute forme de débat. Rendons-nous compte que, y compris le 49.3 intervient maintenant au début de la discussion des textes, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de possibilité de débattre, même pas la possibilité de discuter des amendements proposés par les oppositions. Le gouvernement sait que aucun groupe ne votera, en tout cas la majorité ne votera pas. Comment peut-il le savoir ? Moi, je suis prêt à voter un texte dès lors que, en fait, il y a des pas qui sont faits en ma direction. Ça n'est jamais le cas. Comment voulez-vous qu'on les vote ? On a un gouvernement. Les Français ont fait un choix de ne pas donner une majorité absolue à ce président de la République. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il est dans l'excès. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est du compromis. Eh bien, le compromis n'existe pas avec ce gouvernement. Mais pour autant, vous ne votez pas les motions de censure. Vous n'allez pas voter une nouvelle fois, déposer une motion de censure comme la France Insoumise l'a proposé hier soir ou le RN également. Si, on la vote parce que nous sommes d'accord avec son texte. On la signe pas. D'accord, c'est le compromis que vous trouvez là. C'est pas le compromis, c'est ce que nous avons fait pendant la précédente législature, quand la NUPES n'existait pas et qui a permis de marquer ensemble nos désaccords avec le gouvernement. Venons-en au conflit en Israël. L'organisation terroriste du Hamas, le mouvement islamiste, a publié des vidéos d'otages hier. Est-ce qu'il faut à tout prix essayer de négocier avec le Hamas, par exemple, pour tenter de sauver la vie de ces personnes qui sont actuellement détenues ? Est-ce qu'on peut discuter avec le Hamas ? Je ne sais pas si on peut discuter. Je crois que personne ne discute directement avec le Hamas. Mais là aussi, il y a une forme d'hypocrisie. En fait, le gouvernement Netanyahou nous explique qu'il veut éradiquer le Hamas. Mais où sont les dirigeants du Hamas ? Ils ne sont pas à l'étranger, dans la bande de Gaza. Ils sont à Téhéran, ils sont à Doha, ils sont en Iran, ils sont au Qatar. Et donc, qui croit aujourd'hui que le Hamas va disparaître par les bombardements qui sont aujourd'hui effectués sur la bande de Gaza ? Mais Benjamin Netanyahou dit un cessez-le-feu, ce serait une reddition face au Hamas. Vous pensez qu'au contraire, il faut un cessez-le-feu ? Moi, je pense qu'il faut effectivement obtenir la libération des otages. Et je sais, et heureusement, que le gouvernement français s'y emploie. Et qu'il y a des discussions qui ne sont pas menées directement avec le Hamas, mais qui trouvent des intermédiaires, parce qu'il faut effectivement faire revenir toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui les kidnappés et qui sont les otages de cette organisation terroriste. Donc il faut effectivement négocier et chercher, imaginer la détresse de ces familles qui ont en fait une part d'entre eux qui sont retenus encore dans les geôles du Hamas. Est-ce que vous comprenez le ministère de l'Intérieur qui continue d'interdire quasiment systématiquement les rassemblements en soutien à la Palestine, aux Palestiniens qui sont organisés partout en France ? Non, je ne comprends pas. On peut être en désaccord avec ce qui se passe, mais on ne peut pas interdire. C'est un droit constitutionnel. Et même si on entend certains propos antisémites parfois dans ces manifestations. Mais dans ces cas-là, il faut arrêter ceux qui tiennent des propos antisémites. C'est eux qu'il faut aller chercher. Mais vous ne pouvez pas interdire des manifestations qui sont souvent sur des mots d'ordre qui sont en fait d'appel au cessez-le-feu, d'appel à la paix, d'une solution à deux États, et donc refuser cette expression. Nous sommes l'une des rares démocraties au monde à refuser ce droit de manifester. Il y a en Europe, je crois, l'Allemagne, la Hongrie et puis la France qui ont restreint cette possibilité. Mais j'ai aucune autant que la France. Et l'Allemagne, on peut le comprendre, avec une histoire qui est assez particulière avec le nazisme et donc qui craint effectivement des résurgences. Mais en l'occurrence, nous ne sommes pas dans ce pays-là et nous avons aujourd'hui un problème, c'est que, y compris quand vous refusez à des gens le droit de manifester, vous leur donnez le sentiment que vous avez un parti pris qui est celui du gouvernement Netanyahou, ce qui ne peut pas être le cas. La parole de la France est une parole qui doit être capable de s'adresser à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens.
offrir une perspective de paix. C'est ce que De Gaulle, Mitterrand, Chirac ont maintenu et c'est ce qu'aujourd'hui nous devons maintenir encore et ne pas céder à la pression aujourd'hui à la fois de l'émotion compréhensible mais qui ne peut pas être la façon dont on analyse politiquement une situation. D'un mot, l'exécutif a transmis au Conseil d'État un projet de loi constitutionnel pour garantir la liberté aux femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Est-ce que vous pourriez voter, vous, en tant que socialiste, ce texte lorsqu'il arrivera devant le Parlement réuni en congrès ? On pourrait d'autant plus le voter que c'est une victoire pour la gauche qui le portait depuis longtemps. Et donc, c'est une victoire pour les féministes et c'est effectivement une avancée parce qu'elle permet de garantir contre tout retour en arrière. Et le texte proposé par le gouvernement est un bon consensus. On verra quel est le texte finalement déposé par le gouvernement et on verra aussi si c'est un texte qui est en fait qui ne comprend que cette partie-là ou s'il y ajoute d'autres dispositions qui seraient des dispositions qui n'ont rien à voir avec la protection du droit à interrompre la grossesse, mais qui auraient tout à voir avec d'autres manœuvres dont il est coutumier. Donc on verra, mais sur le fond, sur la question stricte de l'IVG, bien sûr que nous sommes d'accord. Merci beaucoup Olivier Faure, merci d'avoir été dans les 4.